Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en live, on est en direct, il est 20 h, on est mercredi, soyez les bienvenus pour une heure consacrée à l'actu Apple, ce soir qui va être composée de deux grandes parties. Tout à l'heure, on va revenir sur le mondial de l'auto avec Ellie qui est avec nous et qui a été notre envoyé spécial porte de Versailles pour tester CarPlay dans quasiment toutes les marques de voitures. Salut Ellie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, et alors oui, je me suis échappé à Paris. Ouais, c'est ça, hein, c'était très sympa. On s'est revus d'ailleurs avec Ellie en chair et en os, ça arrive pas si souvent, c'était très chouette. Et donc tout à l'heure, Ellie, tu vas nous raconter, nous livrer ton bilan de CarPlay chez les constructeurs automobiles du mondial. Absolument. Donc je vais vous expliquer comment, avec plein de câbles dans les poches, j'ai rendu fou tous les constructeurs automobiles qui ne s'y attendaient vraiment pas. Excellent. Voilà, ça ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Et dans un instant, on va revenir sur les nouveaux systèmes d'exploitation, surtout macOS Mojave et iOS 12 évidemment, avec nos amis qui sont là et je les salue. D'abord en studio avec moi, les fidèles et un revenant, Fred Blaison. Salut Fred. Salut Benjamin. Bah écoute, fidèle au poste et prêt à débattre un petit peu de Mojave. Voilà, absolument. Tu connais bien le sujet parce que tu es expert notamment en système d'exploitation et en cybersécurité. Tout à fait. Donc c'est vraiment ton sujet. Et puis avec nous, alors, un grand voyageur, on n'arrivait plus à l'attraper, il était toujours entre deux avions, mais il a posé ses valises à Paris. Je suis revenu. Salut Jean-Christophe. Vous me manquiez trop, salut Benjamin, salut à tous. Ça fait plaisir de te revoir. Ravi d'être là et l'actualité a été riche en mon absence, donc on a beaucoup de choses à voir et j'espère pouvoir être là dans les semaines à venir pour continuer à en parler. Et puis, il est aussi avec nous en duplex, et vous l'avez aperçu. C'est un autre spécialiste des systèmes d'exploitation, puisqu'il est l'auteur du fabuleux DiskMaker 10. C'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. J'adore quand on parle comme ça de mon logiciel en disant fabuleux, j'adore ça. Oui, salut à tous. Bah écoute, fort bien. DiskMaker, il y a une version 8 qui est sortie, il y a une version 8.01 ou peut-être 8. Qui va bientôt sortir avec quelques petites surprises, j'en dis pas plus, mais il y a 2-3 trucs de nouveautés sympathiques qui arrivent. Ah bah super, donc voilà le programme de ce soir, on se retrouve dans un instant pour le vrai démarrage d'iWeek. A tout de suite. Eh ben écoute, je crois que les retours sont assez contrastés et c'est un petit peu râlé quand même sur les réseaux au moment de la sortie. Il y a du bon, mais il y a aussi du très mauvais. Il y a du bon dans le sens où, personnellement, alors je vais peut-être un petit peu être l'avocat du diable, on va dire ça comme ça, mais j'aime beaucoup ce système sur pas mal de choses, le mode dark et entre autres, et pas mal d'améliorations, notamment au niveau de la sécurité. C'est encore mal fichu, il y a encore des petites portes dérobées, Apple a encore un peu de travail. Mais d'un autre côté, ça a quand même été un peu le fiasco pour pas mal de monde au niveau de la mise à jour. Et apparemment, beaucoup de personnes ont rencontré des choses. Et je pense que quelqu'un va nous en parler ce soir. Oui, évidemment, on va en parler avec Ellie dans un instant. On ne te voit pas, Ellie, mais tu es là. Mais absolument, j'écoute attentivement. C'est un nouveau concept d'émission monoplan, monocaméra. Ça fait très Godard, en fait. C'est tombé sur Fred. Et il y a des jours comme ça. Et Ellie, en apéritif, dis-nous en 2 mots ton expérience avec Mojave avant de nous expliquer en détail ce qui t'est arrivé. En fait, je pense que c'est un peu de malchance, mais honnêtement, je ne sentais pas cette mise à jour. J'avais une sorte de mauvais pressentiment et on en avait parlé dans une émission. J'avais dit, moi, 72 heures que je conseille à tout le monde, vraiment, je ne veux pas la faire. Et à force de me faire railler par tous mes petits camarades, tout le monde m'a dit mais moi je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Même chez nous à MCS, on nous a dit si, moi je l'ai fait, vraiment il n'y a aucun problème et tout. Donc j'étais un peu le village gaulois de la mise à jour et je me suis dit un matin comme ça, je me suis dit ça y est, c'est bon, je la fais. Et de là, catastrophe. Oh. Il y a des petites cases. Bonjour les gens. Donc tu as Bonjour fait tout le monde.
tu as fait cette mise à jour un peu plus tôt que prévu. Oui, mais j'ai quand même pris le temps de faire un backup complet de l'ordinateur. J'ai ensuite lancé la mise à jour et là, ça a été la catastrophe. Ça a été 48 heures de cauchemar. Bon, est-ce qu'on commence par ça? On va quand même, Ouais, on va quand même saluer Jean-Christophe. Bonsoir à tous, salut Benjamin. On nous l'a rendu. Je suis enfin là et je Voilà. suis ravi de vous retrouver ce soir. Voilà. Ça a été très long sans vous et je sais que j'ai raté des soirées importantes, j'en suis vraiment désolé. Ce que je te propose, Elie, c'est qu'on commence avec toi. On va commencer par faire un retour donc, sur Morave et iOS, les installations, les mises à jour, nos retours à nous et vos retours aussi à vous. Profitez du hashtag pour nous dire comment ça s'est passé pour vous. On est connectés, on va évidemment lire vos témoignages dans un instant. Elie, raconte-nous ce qui t'est arrivé avec Morave. Ben, écoute, pendant la mise à jour, donc ça s'est bien passé, enfin ça se déroulait normalement, hein, donc tout à fait bien. Et donc le système a redémarré, ça avait l'air bien, j'ai eu le fond d'écran. Et donc j'ai utilisé l'assistant de migration normal dans macOS quand on change de version. Et il devait y avoir quelque chose qui traînait dans l'ancien système parce que à un moment donné, ça s'est arrêté avec un écran que je n'avais jamais vu, mais que mes techniciens apparemment connaissent, qui disait une mise à jour critique doit être installée. Veuillez saisir le mot de passe de votre Wi-Fi. Bon, je connais quand même, hein, donc je l'ai saisi, il l'a pas pris. Je l'ai saisi en QWERTY, il l'a pas pris non plus. Méthode, j'ai mis une prise Ethernet, il l'a pas pris non plus. Et donc la seule possibilité était de faire arrêter. Donc j'ai arrêté le système. J'ai refait une installation après avoir reformaté la machine, donc une installation clean. J'ai retenté l'assistant migration, ça s'est replanté. Et j'ai fini par faire une installation clean, c'est-à-dire il n'y avait absolument rien, même pas les apps. Et j'ai réinstallé mes apps principales et quelques documents critiques, mais pour l'instant, j'ai un ordinateur qui a plus de 250 gigas de libre, alors que généralement, il m'en reste toujours très peu, parce que je n'ai pas tout réimporté, pas les vieilles archives de mail avec... Faut toujours laisser peut-être. 10% de son... Faut toujours laisser 10% oui, de je son sais. disque disponible, voilà. Et du coup, je sais, c'est la cata. je sais ça, je sais. Ouais, mais je le sais. Les personnes qui regardent ne savent peut-être pas. Elie, quand tu avais reformaté, tu étais passé par la partition de sauvegarde, tu sais Oui. Oui. Ok. Oui. Et même là, en ayant reformaté bien comme il faut, il t'a refait le même coup. Oui, la première fois c'était pendant la mise à jour, donc là j'avais mes données dans le disque. La deuxième fois j'avais reformaté, il n'y avait rien, mais et donc là la machine a démarré, hein, j'avais créé un compte à côté, pas mon compte à moi pour pouvoir aller jusqu'au bureau, ça avait l'air bien. Et c'est au moment où j'ai utilisé l'assistant de migration pour récupérer mes données que ça s'est planté à nouveau. Donc, je vois. Donc il devait y avoir quelque chose de corrompu, mais il est vrai que je traînais des systèmes depuis plusieurs années avec certainement des préférences, certainement des vieilles applications, etc. Donc du coup, tant qu'à y passer le week-end, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de recommencer à zéro. Ouais. Elie, ça y est, je suis là moi aussi. Welcome back. De la technique. Tu dirais, quelle est à ton avis la cause de ce qui t'est arrivé? Comment tu expliques ça? Alors je sais. J'ai pas tout entendu parce que ça s'était figé. Je pense que ça doit être l'orage qui démarre par ici. Je rappelle à tout le monde que la Côte d'Azur est en vigilance orange, donc si vous me voyez flotter sur une bouée ou sur un animal rose ressemblant à des choses que vous avez vues en début de saison, vous inquiétez pas, c'est juste... écoute, alors, il faut revoir les premières émissions. Donc ça serait juste un raz-de-marée imprévu. Mais non, sinon, écoute, je ne sais pas, je pense que je devais avoir quelque chose qui traînait dans le système depuis longtemps. Et qui a fini par me pourrir la vie. Ce que disait Fred tout à l'heure hors antenne, et je pense qu'il a raison, c'est que j'avais eu avant des problèmes de permission. Lors d'une mise à jour précédente, certains documents, il fallait que je retape mon mot de passe admin. Il me disait, vous n'avez pas le droit d'ouvrir tel document, des choses comme ça. Donc je pense qu'une mise à jour précédente s'est mal passée. Et au lieu de le refaire radicalement, comme cette fois-ci, j'avais réglé en jouant sur les permissions avec le terminal et en me réautorisant l'accès à mes propres documents et préférences. Mais je pense qu'il devait y avoir
avoir des choses qui, dans le système, s'étaient mal passées et au moment de faire la mise à jour, le système a été moins souple que moi, il n'a pas voulu. Ouais. Alors, pour info... Oui, Guillaume. Coucou les gens. Salut. Pour info, moi j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui ont remarqué que ça pouvait peut-être être lié à l'utilisation de FileVault, donc le système de chiffrement du Mac, et qui ont eu des soucis en fait dans les migrations de leur machine en fait, et c'était plutôt lié à différents critères, dont l'utilisation de FileVault. Alors je dis surtout pas qu'il faut désactiver FileVault, c'est une fonction importante de macOS pour votre sécurité, et c'est bien de la garder. Mais ça peut être un petit peu lié apparemment. Et alors par contre aussi, a priori le problème que tu as eu, c'est effectivement un problème de firmware plus qui n'est pas mis à jour correctement, et du coup c'est pour ça qu'ils demandent une mise à jour. Et ça moi je l'ai vu pas mal avec j'ai fait pas mal de tests sur les nouveaux MacBook Pro, les équipés du processeur T2 de sécurité, qui sont particulièrement sensibles lors des mises à jour, et les mises à jour de firmware en particulier peuvent poser souci. Et j'ai eu des cas de machines où j'ai fait des tests et d'un seul coup la machine s'est envoyée en l'air, il a fallu réinstaller le système. Et là, la blague, c'est que même avec alors, petite pub, n'hésitez pas à penser à faire une clé de démarrage avec DisMaker 10. Bien sûr. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Parce que ça peut dépanner, effectivement, si vous n'avez plus de connexion Internet, ça peut aider dans l'installation. Sauf que les Mac T2, eux, si vous n'avez pas par défaut, ils ne permettent pas de démarrer sur un autre disque que le disque de démarrage ou la partition recovery, ou sur Internet. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes parti pour vous faire une réinstallation par Internet, ce qui peut être un peu long si vous avez une connexion pas très rapide, quoi. C'est malheureusement le souci. Voilà, mais sinon, oui. Une fois installé, maintenant proprement, je suis très content. Excusez-moi, hein. Bon. C'était juste pour finir sur une note positive. Maintenant que le système est réinstallé, j'aime beaucoup Mojave, et donc j'ai pas remis toutes mes données, mais ça vient peu à peu. J'ai mis ce qui était important pour bosser, et là, je suis très content. Bon. Écoute, moi, je suis toujours pas passé dessus. Allez-y, on vous laisse la main. Non, j'ai dit, moi, je suis pas encore passé sur Mojave. J'attends d'avoir un peu de calme pour le faire en toute tranquillité, en étant sûr que mes sauvegardes, effectivement, sont OK. Et là, je ferai la mise à jour dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Fred, Jean-Christophe, vous avez fait la migration, Jean-Christophe? Alors oui, je l'ai fait. J'étais absent quelques semaines parce que j'étais sur un énorme projet, et on m'a traité de fou en me disant pourquoi tu me fais une mise à jour alors que mon Mac, je m'en suis servi 24 ans sur 24. Voilà. Et j'avoue que, alors qu'effectivement j'ai plein d'amis qui ont eu des experts comme nous qui ont eu des gros soucis, j'ai eu beaucoup de chance, aucun problème. En revanche, j'avoue que je vois pas l'intérêt de faire la mise à jour. Je trouve le mode sombre totalement raté. Et la seule chose que je me surprends à utiliser, c'est l'application maison pour allumer et éteindre mes appareils sans quitter le Mac. Mais j'avoue qu'effectivement, quand on voit la description qu'en fait Ellie, je pense que Guillaume a raison d'être prudent, et je suis pas sûr que ça vaille le coup de se précipiter. Ouais. Fred, toi qui es un expert, en système d'exploitation. J'y suis allé direct le jour de la WWDC. Et ensuite, je ne l'ai plus quitté depuis 2 mois. Donc, je le connais plutôt bien. Bon, j'ai eu des petites surprises sur les premières bêtas, mais c'est surtout au niveau du réseau, des petits composants qui étaient plus compatibles. Mais les bêtas, c'est derrière nous. Mais donc, en fait, de la finale, là. Disons que la finale, je l'ai mise à jour au-dessus d'une bêta. Donc, mais j'ai eu quelques petites surprises, mais c'est quand même des choses mineures. Par contre, t'es pas censé faire ça. Ah si, mais bien sûr, mais normalement on installe un Mac OS de bêta sur un disque dur initialisé. On part à 0. J'ai un petit côté foufou, je crois. Ah, c'est ça. Carrément. Mais il y a quand même de bonnes choses au niveau sécurité. On pourra en discuter plus tard. Alors juste avant qu'on continue sur le sujet, je voudrais saluer nos amis qui sont avec nous en direct ou pas, enfin en direct en tout cas en ce mercredi soir sur iWeek avec le hashtag iWeekTV sur Twitter. On a Alain Massé qui nous dit MacBook Pro 13 pouces mi-2013, Mojave, pas de problème. Idem pour iOS 12 sur un iPhone 10, pas de problème. Salut aussi Walter, The Dude Bowling, qui me disait qu'il était content de nous retrouver, ça c'est sympa, et qui me demandait quel est le truc qui bip au début de l'émission. Le truc qui bip, c'est que je mets un minuteur pour ne pas oublier que ça démarre, et en fait mon minuteur à chaque fois j'oublie de le mettre en silencieux, donc à chaque fois il se met à biper. Je sais, c'est ridicule, mais voilà l'explication du truc qui bip. J'espère aussi que le micro ça va. Peut-être que le micro n'était pas ouvert au début de l'émission. On a démarré, c'est typique, hein, tout va bien jusqu'à 15 secondes du direct, et à 15 secondes du direct,
il y a souvent un truc qui part en sucette. C'est arrivé aujourd'hui. Mine de rien, on est tous là et c'est l'essentiel. Fred, tu disais que tu avais installé la version finale de Morave par-dessus la bêta. Tu disais aussi à Ellie, juste avant qu'on démarre, qu'il y a un truc qui peut sauver, qui aurait pu le sauver, auquel il n'a pas pensé. C'était quoi? Alors, il y a une chose à faire, je pense, avant de faire une telle mise à jour, et notamment Guillaume a aussi pointé des choses très intéressantes, notamment au niveau des mises à jour, ne serait-ce que pour le firmware, par exemple. Je pense que dans un premier temps, c'est d'être sûr qu'on a avant de faire l'upgrade, d'avoir les dernières mises à jour pour son système, notamment la mise à jour du firmware. Bref, que la machine est bien en place, et ensuite de redémarrer sur la partition de sauvegarde et de réparer très rapidement le disque. C'est tout bête, et ça permet justement d'enlever certaines possibles erreurs, parce qu'il faut comprendre qu'au quotidien, sur notre ordinateur, on installe plein de logiciels. Et les développeurs sont censés respecter des guidelines, c'est-à-dire des lignes de conduite, et ils ne les respectent pas toujours. Certains éditeurs vont aller installer des choses à droite, à gauche, et je pense que l'installeur d'Apple, donc de macOS, à un moment donné, va regarder un petit peu à droite, à gauche, essaie de rechanger ses composants, et pour peu qu'il y ait quelque chose qui ne devrait pas être là, ou pour peu qu'il y ait, comme Guillaume l'a très bien fait remarquer, une difficulté avec FileVault ou avec un firmware, et c'est la catastrophe. Et c'est probablement une des explications de ce qu'a rencontré Ellie. Ouais. Ellie, du coup, depuis la semaine dernière, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients? Parce qu'on va rappeler que tu es à la tête de 2 magasins Apple Premium Reseller, et tu es aussi le président des APR en France. Qu'est-ce que tu dis à tes clients qui viennent te demander conseil sur Morave? Écoute, je leur dis surtout de faire une sauvegarde, quoi qu'il se passe, parce que souvent ils n'y pensent pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment la chose indispensable avant de faire une mise à jour. Mais je pense que je vais rajouter, parce que je connaissais effectivement la réparation du disque. J'ai même écrit, moi, des procédures internes pour nos techniciens, pour les nouveaux, où je leur dis exactement la même chose qu'a dit Fred, sauf que sur le moment, et avec tous les mecs qui autour de moi se moquaient en me montrant leurs écrans, en me montrant le mode dark, en me montrant le fond d'écran qui change pendant la journée, des choses comme ça, je me suis lancé dans la mise à jour, certes après avoir fait une sauvegarde, mais directement. Et je ne me suis pas appliqué mes propres règles que j'ai pourtant écrites. Donc voilà, j'ai un peu honte. J'ai une question, quand tu parles de réparer le disque, tu penses à quoi exactement? En fait, tu lances simplement utilitaire de disque et tu fais un check de ton disque. C'est tout bête. Oui. Normalement, c'est vrai que le Mac est censé le faire après régulièrement, donc c'est pour ça que c'est toujours surprenant. Ouais, tout dépend si tu sais qu'il y a des scripts qui sont censés tourner la nuit pour justement faire ce genre de choses. Pour peu que les scripts n'aient pas tourné, je crois que c'est un avis pratique. Moi, je pense que c'est pas inutile de le faire. Ça rajoute une surcouche. Et la dernière chose que je voulais aussi rajouter, c'est que pour se prémunir de perte de fichiers, il y a effectivement les sauvegardes, mais on est aussi à l'heure du cloud. Et si on fait confiance aux outils qui sont à l'heure actuelle disponibles, on pourra citer Dropbox ou le cloud d'Apple, moi je pense que c'est bien de stocker pas mal de choses critiques sur ces espaces. Parce que ces données sont sauvegardées. Et si tu es amené à réinstaller ton système en entier, après c'est juste une resynchronisation de tes fichiers, et tu n'es pas obligé forcément de repasser par un assistant de migration qui est souvent coûteux en termes de mise en place et d'utilisation. Le plus simple, après le mieux, ça fait partie des choses qu'iCloud fait très bien. Ouais. Synchroniser le dossier documents, bureau et autres, c'est vrai que ça a complètement changé justement le passage d'un Mac à l'autre. En tout cas pour moi, je suis tout à fait d'accord avec. Après, moi je pense que la meilleure solution quand même, c'est d'avoir un clone bootable. Les outils comme Carbon Copy Cloner ou SuperDuper sont très bien pour ça, parce qu'ils vous permettent d'avoir une copie de votre disque pré-emploi et basta. Après, si vous êtes en 10.13.6 et en 10.13 et que vous êtes donc déjà sur un système APFS, il faut savoir qu'il y a une fonction très utile de l'APFS qui s'appelle les snapshots de disque. Tout à fait. Qui vous permettent en fait de faire un état du disque avant de d'installer un système ou une mise à jour, et de revenir en fait à l'état initial en une ligne de commande, en fait, ou simplement en redémarrant sur la recovery, vous pouvez revenir à l'état tel que votre machine était avant la mise à jour. Ouais, avec TM utile.
TM utile. Je l'ai utilisé. En fait, tu fais tes propres time machines sur ton système et si tu loupes un fichier. Voilà, mais il faut rentrer dans le terminal. Voilà, après il faut rentrer dans le terminal. Bon, la commande n'est pas trop complexe. Il y a une ligne de commande à rentrer dans le terminal qui est très simple. Et ensuite, après, c'est juste redémarrer sur la partition recovery du Mac et faire une restauration en fait. Et en 10 secondes, vous revenez à l'état tel que vous étiez avant la mise à jour. Ouais, tout à fait. Et si on veut trouver cette ligne, qu'est-ce qu'il faut chercher sur Internet? TM utile. TM utile, local snapshot, je vais arriver, slash. Je vous ferai un article de blog et puis. Ah oui, c'est une bonne Ok, idée. super. Ouais, je valide tout à fait. En tout cas, pour rebondir ce que vient de dire Guillaume, je voulais pas rentrer dans tous les détails, mais évidemment, j'avais un clone bootable que j'avais fait avec l'excellentissime Carbon Copy Cloner, dont on parle depuis des années. Ce qui fait que, évidemment, comme ça m'est arrivé un jeudi matin et que j'ai récupéré mon système le week-end, ce que j'ai fait, parce qu'il fallait quand même que je continue de travailler et que j'avais des choses urgentes, c'est que j'ai booté sur mon disque externe, donc cloné avec Carbon Copy, et j'ai pu travailler un jour et demi comme ça, en distress, puisque j'étais évidemment sur le clone d'avant l'installation, et ça marchait très bien, et c'est là où tu te rends compte à quel point un disque dur externe, même en USB-C, c'était la dernière génération USB-C, c'est super lent par rapport à un SSD. J'ai cru que j'avais une machine il y a 15 ans, c'était l'horreur. C'est effrayant. Et c'est encore pire avec un disque dur 2,5 pouces. Je voudrais juste préciser sur TM utile, il faut que, en théorie, votre time machine soit actif pour pouvoir l'utiliser. Après, il y a une petite manip pour pouvoir activer time machine. C'est pas nécessaire du tout. Bah moi, en fait, j'avais écrit un démon qui me. C'est pas nécessaire du tout. Ok. C'est pas nécessaire du tout. Moi, je l'ai même fait. Je vais te donner une petite astuce. Par exemple, moi, j'utilise en fait pour snapshotter, donc faire un état de machines avant de les déployer. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des machines de test. Je fais un snapshot en fait dès le démarrage en fait sur l'assistant de langue. Tu peux le faire en fait avec une petite astuce pour appeler le terminal. Okay. Et tu gèles comme ça l'état de la machine avant toute installation. Okay. Et comme ça, en fait, tu peux avoir un état de ta machine vierge en fait, quasiment vierge. Tu fais tes installations, tu fais tes tests, et si tu vois qu'il y a un truc qui rate, et ben, tu redémarres sur Recovery, tu reviens exactement tel que tu étais avant. Ok. Donc tu n'as même pas besoin d'activer Time Machine dessus, c'est très pratique. Ok. J'avais une question. En cas de besoin, puisqu'on a, avec iSierra, on a changé de système de fichiers, on est passé sur le APFS, est-ce qu'il y a moyen, si vraiment ça se passe très mal, est-ce qu'il y a moyen de revenir à Sierra, par exemple, qui n'est pas dans le même système de fichiers? Il y a deux choses. Sur iSierra, il était déjà passé en APFS, mais que pour les SSD. Oui. Donc tu étais peut-être déjà en APFS sans t'en rendre compte. Après, si tu reviens en arrière... Avec Sierra? Oui. Ah, je savais pas. iSierra, pardon. J'ai dit iSierra. Moi, pardon. Je parlais de Sierra. Ah, ok, d'accord. Revenir 2 systèmes avant. Je pense que ça peut être problématique. En gros, un système qui ne comprend pas APFS peut se booter avec un disque dur APFS. Ouais, non. Je ne crois pas. Non. Par contre, normalement, en 10 ou 6, le système est censé voir les partitions APFS. Mais par contre, tu peux pas démarrer dessus, mais il va pas les formater, ce qu'il peut proposer, mais normalement, il est censé les voir. Je crois que normalement, ça marche. Mais par contre, tu peux pas les modifier, il me semble, tu peux pas les changer. Par contre, oui, tu ne peux pas démarrer dessus, tu ne peux pas installer un Sierra 10.12, tu ne peux pas l'installer sur une partition PFS, c'est impossible. Donc une fois qu'on est passé à Sierra ou à Morave, on ne peut pas revenir à Sierra tout court. C'est pas possible. Non, tu peux revenir à iSierra. Tu reformates. Oui, à iSierra, mais pas à Sierra tout court. Non, puis de toute façon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. En plus, tu as des machines qui, de toute façon, si elles sont sorties dans les 1 an et demi passés, elles supporteront pas Sierra du tout. Ouais, mais alors ça peut-être pas. Ouais, non, typiquement, moi qui suis sous Sierra depuis au moins 2 ans, parce que j'étais pas passé à Sierra, si j'avais eu un problème avec Morave, est-ce qu'il y avait moyen de revenir à mon Sierra, ne serait-ce qu'avec mes sauvegardes? Ah oui, ça va pas de problème. Oui, bien sûr, c'est ce que je te dis, tu reformates le disque. Et tu appliques la sauvegarde. D'accord. En HFS. En HFS. C'est ça. D'ailleurs, il y a une chose vachement intéressante. C'est assez amusant parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie il y a 2 jours, un peu parallèle à ça, où Apple a cessé de signer iOS 11. Et donc, on est bien dans une espèce d'évolution. Alors, Dieu merci, par rapport au monde d'en face, les machines supportent les OS récents beaucoup plus longtemps. Mais n'empêche, depuis 3 jours, on ne peut plus installer iOS 11 sur un iDevice. Quand tu dis qu'Apple a arrêté de signer, ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas? Alors, je vais laisser mon camarade expliquer. En fait, sur les systèmes iOS et macOS, tu as des certificats
Et pour que le logiciel soit reconnu par la machine, il faut que le certificat soit valide et que l'application ou le programme soit signé avec ce certificat. Et ça veut dire qu'en fait, l'appareil interroge les serveurs d'Apple, tout à fait, qui donne un go, en fait. C'est ça, tout à fait. Et c'est notamment comme ça qu'Apple, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, révoque des certificats. Ouais. Et ça permet de bloquer l'installation d'un logiciel. Alors attention, par rapport à macOS, ça dépend de Gatekeeper. C'est-à-dire qu'il faut que l'application soit flaguée avec un tag, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de quarantaine, pour que la manip marche. Ensuite, sur Mojave, il y a des choses justement intéressantes dans ce domaine, notamment le notaire, qui va permettre à Apple de ne pas systématiquement révoquer le développeur ID, enfin le certificat d'un développeur, mais juste un ticket pour une application qui serait problématique. Mais on en reparlera. Bon. Je pensais juste encore une chose sur les formatages de disques durs. Il faut faire très attention lorsque vous formatez un disque à l'heure actuelle, notamment en APFS, parce que y a une table de partition qui s'appelle GUD, je sais, bref, et elle t'installe une partition EFI. Et c'est emmerdant si tu as un disque dur externe USB que tu veux reformater, tu te retrouves avec deux partitions. Donc il faut changer la table de partition. On en reparlera. Pour connaître la signification de tous les acronymes, interrogez Fred sur Twitter. Voilà. C'est ça. Mais c'est important parce qu'en fait, ça me vient à l'esprit parce que j'ai formaté un disque dur USB et je me suis retrouvé avec deux partitions, dont la partition EFI, et c'est un petit peu embêtant. C'est très compliqué la gestion des disques en fait avec la PFS. Des fois, il est un peu plus compliqué. Il y a plein de choses qui sont un peu masquées, qu'on voit pas. Et, par contre, ça apporte de la souplesse. Par exemple, si vous voulez créer une deuxième partition, mais sans que ça bloque une partie de votre disque dur, c'est possible. En fait, on a des possibilités qui sont vraiment très intéressantes avec la PFS, mais ça permet d'avoir des utilisations avancées très intéressantes, vraiment super intéressantes. Par contre, pour le tout venant, ça peut être un peu plus compliqué à manipuler, surtout en cas de problème. En fait, c'est le souci. Toute petite parenthèse pour répondre à Walter qui nous parle d'un bip. En fait, ce bip, il vient pas de ta box, mais il vient sans doute de nous. Mais il y avait deux solutions, soit ne pas faire l'émission, soit la faire quand même avec le risque que ce bip s'entende un petit peu. Donc c'est entre guillemets normal, même si c'est anormal, et on va faire en sorte de le supprimer, de faire qu'il disparaisse pour la prochaine fois, c'est promis. Donc voilà, le premier gros sujet de ce mercredi soir, c'est les retours sur les installations des nouveaux systèmes. Continuez de nous dire, d'ailleurs vous, sur Twitter avec le hashtag iWeekTV, ce que vous avez vécu. Pour l'instant, apparemment, ça se passe bien. Nicolas nous dit que le débat est pointu entre techniciens ce soir. On essaie de ne pas être trop technique, même si c'est forcément un sujet un peu technique, une mise à jour de système d'exploitation. Ah bah forcément. Surtout quand ça marche pas. Ça devrait pas. C'est ça devrait pas être technique. On parlait de qualité tout à l'heure. J'ai installé récemment une Apple Watch en utilisant une sauvegarde de la veille, et je n'y arrivais jamais. J'ai essayé 10 fois, ça plantait. J'ai demandé sur Twitter ce qu'il fallait que je fasse, ça plantait. J'ai réussi à m'en sortir en ne rentrant plus le code PIN de la montre. Pour une raison que j'ignore, au moment de le code PIN sent très bien, et puis ensuite elle s'arrête. Et j'ai réussi en disant non, pas de code PIN, et évidemment l'entrant après, parce que c'est important d'avoir un code PIN dans la montre, ça a enfin réussi à passer. Donc le problème, j'irais de l'avantage en fait du Mac, c'est ce que disaient Fred et Guillaume, c'est comment on a le terminal. Quand la watch marche pas, juste elle marche pas. Il y a la roue qui tourne et on peut rien faire, donc c'est assez frustrant. Moi j'ajouterais qu'on est tous un peu amenés à être techniciens à un certain moment, même si on n'est pas du tout connaisseur. Le jour où on a un problème, on est obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe pour trouver une solution. Guillaume ? Benjamin, d'un autre côté, quand tu as une montre qui est en rade, ta montre qui n'est pas une smartwatch, tu l'emmènes chez un réparateur, à la limite tu changes la pile toi-même, mais le reste tu vas pas t'amuser à la démonter, à essayer de changer les engrenages et tout ça, quoi. Oui, mais en l'occurrence là, la montre elle sort de la boîte, elle est neuve. Donc t'as pas tout de suite envie d'aller chez le bijoutier. C'est ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ta montre, Jean-Christophe ? Je sais pas. Au moment de l'acceptation du code PIN, elle plantait, elle refusait de poursuivre l'installation. On parle de l'Apple Watch 4, ouais. Juste une question, tu avais quoi comme Apple Watch en te narguant un petit peu d'ailleurs. Celle que je peux vous montrer d'ailleurs.
Ouais. Attends, Mais elle marche alors maintenant. Ah bah oui, oui. Ah oui, ça a été réglé. En enlevant le code PIN, c'est ce ça. que je dis. Jean-Christophe Oui. Jean-Christophe, tu avais quoi comme Apple Watch avant et sous quel OS? Alors, une 3 sous 5.02. D'accord, donc c'est à 0.1. jour sur les dernières versions. Ouais, Ok, donc non. c'est pour ça. Ah, parce qu'après, je me disais, si c'était par exemple une première version d'Apple Watch qui est bloquée à WatchOS 4, ça pouvait effectivement expliquer peut-être des problèmes Alors non, liés à la sauvegarde. Pour Même ça, pas. je sais pas si c'est arrivé à certains de nos amis, mais le système est plutôt sympa. Elle était en 5.0, il voulait du 5.01 et il te dit la sauvegarde n'est pas à jour, est-ce que vous voulez mettre mettre WatchOS à jour d'abord? Donc ça c'est plutôt bien fait. Ok. Voilà. Bref. Bon, ça a duré combien de temps du coup? Bon, j'ai perdu 1 heure et puis après Ah ouais, c'est ça. voilà, mais c'est juste j'attirais juste l'attention sur le fait que on fait tout bien Ouais. et on sait pas ce qui se passe alors qu'effectivement voilà, c'est le problème des appliances, c'est qu'en effet, on va pas lancer le terminal sur sa montre. Je voudrais saluer Audrey qui est avec nous sans être avec nous mais qui est devant sa télé, son ordi, son iPhone. Je ne suis pas sûr mais qui est avec nous, qui nous dit salut. On a aussi hâte de te retrouver. Soigne bien ton rhume. On a hâte de te retrouver en pleine forme avec tes amazing tips. Et Dachette qui est là lui aussi au rendez-vous et qui nous dit c'est technique ce soir et c'est très intéressant. Bah, écoute, tant mieux. On va parler dans un instant de CarPlay qui était un sujet plus grand public. Parce que vous le savez, donc, comme on l'évoquait en début d'émission, Watch est partenaire média du Mondial de l'Auto. On est sur place avec Alex Lenoir depuis 10 jours maintenant. Et il y a quelques jours, j'ai eu le grand plaisir de retrouver Ellie en vrai, à Paris, Et oui, sur le plateau in de real Watch. life. Et il l'a même pas dit, Grigou. Il l'a dit, mais de Hey. manière très subtile. Si, si. Mais oui, Il s'est traité d'un c'était truc. même posté. Oui, oui. Bon, Ellie, comment ça s'est passé le mondial pour toi? Et qu'est-ce que tu étais venu Bah, écoute, chercher? Vas-y, vas-y. Bah, en fait, le mondial s'est super bien passé. J'étais ravi de pouvoir le faire pour une fois dans de très bonnes conditions parce qu'il n'y avait pas 1 million de personnes autour des voitures. Donc ça, c'était vraiment nickel. En plus, j'ai pu participer à une émission du garage avec Alex et c'était super intéressant d'être en plateau. Sur la voiture Et, électrique. Émission sur absolument. la voiture électrique. Oui, oui. Avec des interlocuteurs très intéressants. Donc, on a eu un débat qui était sympa. Et puis, j'ai passé 2 jours à parcourir tous les stands. Moi, j'adore les voitures. Hein. Donc, en dehors de l'informatique, j'adore les voitures. Et je les ai tous rendus fous, hein, les constructeurs, parce que je m'étais fixé comme objectif de tester CarPlay sur toutes les voitures du salon. Donc, C'est ça. et donc, Alors, oui, toutes les marques que je connaissais qu'il avait. Hein, donc, évidemment, j'avais ma liste. Hein. alors justement, Ellie, puisque tu as fait ce travail d'enquêteur et de fourmi, alors moi j'ai une vidéo que j'ai montée qui est notre essai de la e-tron Audi. Et oui, Est-ce que tu veux qu'on commence par ça ou est-ce que tu veux qu'on commence par les images que tu nous as envoyées? comme tu veux, non, on commence par ça, c'est très bien. Bon, bah alors on va commencer par ça. Donc nous sommes porte de Versailles il y a quelques jours. On est avec Ellie, on est devant cette voiture électrique qui sortira dans 1 an. Hein. C'est ça, hein? Peut-être un peu avant. Hein. Donc, Peut-être un peu avant. Enfin, en ils tout disent cas, 2019, mais peut-être un peu avant. Ellie. dans quelques mois. Allez, on regarde ce qui s'est passé. Oh, bah, il est triste, là. Ellie, on est sur le stand Audi ici au Mondial de l'Auto. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire 2 premières. D'abord, on va voir une voiture électrique qui sort dans 1 an. Et deuxièmement, on va tenter une expérience. On va voir si on arrive à brancher CarPlay, donc avec un iPhone, dans la nouvelle Audi. On y va? Allez. On monte à bord. Allez. Voilà, donc on est donc dans l'Audi e-tron. Ellie, vas-y, à toi, maestro. Ben, la première chose qu'on va faire, on a branché le câble donc, sur une prise USB. On a un iPhone. Et donc, on va brancher immédiatement l'iPhone. Et on va voir ce que nous répond la voiture. La voiture nous dit « J'ai détecté un périphérique CarPlay. Souhaitez-vous l'utiliser ?» Donc, on dit oui. On accepte les conditions. Et là, on attend de voir que va-t-il se faire. Déverrouillez votre iPhone. Il est déverrouillé. Hop, on va autoriser. Tout ton répertoire est maintenant importé dans l'Audi du Mondial de l'Auto. Voilà, et donc là, on a à l'écran
l'interface CarPlay Apple qu'on va voir dans quelques secondes. Et la grande nouveauté et ce qu'on attendait avec iOS 12, c'est le fait de pouvoir avoir des applications de navigation autres que plan. Et déjà dans l'écran d'accueil, vous allez voir qu'il y a Google Maps, donc ce qui est déjà un progrès. Et quand on scrolle, on tombe sur quelque chose que tout le monde attendait depuis le début, depuis des années, à savoir Waze. Et donc, on va voir si Waze fonctionne sur l'interface. Et voilà l'interface de Waze qui va vous permettre de gérer vos bouchons, de déclarer les incidents, les radars, toutes les choses auxquelles on n'a pas droit dans la navigation traditionnelle des voitures. Vous l'avez maintenant dans CarPlay, ce qui vous permet d'utiliser l'interface utilisateur Apple avec tous ses avantages et en même temps des logiciels de navigation que tout le monde attendait. Est-ce qu'on a le podcast d'iWeek? Alors, normalement, on a les podcasts, hein, donc il faudrait juste qu'on trouve où est l'application podcast qui doit être au milieu. Que voici. Et normalement, regarde. Ah. Et oui. Donc, hop. Voilà. Donc, nous avons le podcast audio, hein, parce qu'ils n'autorisent pas la vidéo. Mercredi soir, il est 20h, vous êtes au rendez-vous, nous aussi, c'est formidable. Ce soir, spécial Apple Watch série 4 et WatchOS 5. Alors, moi qui étais très longtemps opposé à CarPlay parce que je trouvais que c'était un système fermé, après l'avoir essayé cet été, je dois reconnaître que l'interface utilisateur Apple, elle est vraiment très bonne et qu'Apple sait vraiment ce qu'ils font. Quand on utilise la navigation et qu'on arrive à un croisement, à une intersection, la façon dont ça arrive fluidement à l'écran avec un petit zoom très discret, la façon dont ils affichent les intersections en blanc sur un fond noir, donc très lisible, quelles que soient les conditions d'éclairage, il n'y a aucun autre système de GPS qui s'approche aujourd'hui de ça. Donc bravo Apple, hein, il faut reconnaître qu'ils savent faire. Voilà, Élie et moi au Mondial de l'Auto. Rien à ajouter. Les deux envoyés spéciaux de choc. Alors, ton petit tour d'horizon, qu'est-ce qu'il a donné, Élie? Raconte-nous. Bah écoute, il y a pas mal de voitures qui ont CarPlay. Évidemment, dans le salon, ils ne voulaient pas trop le montrer. Ils disaient à chaque fois, oui, mais pour CarPlay, il faut un câble. Donc ça tombait bien, j'avais tous les câbles dans ma poche. Hein, donc j'ai dit, bah écoutez, s'il n'y a que ça. Et bon, il n'y a que Ferrari, ils ne m'ont pas laissé faire l'essai. Ferrari, ils ont dit, les démonstrations CarPlay sont réservées aux journées grand public. J'ai dit, oui, quand vous aurez 200 000 personnes sur le stand, ça va être facile. Donc, mais bon, ils n'ont pas voulu. Donc, mais alors, tu dis, ils ne voulaient pas trop le montrer. Pourquoi? Bah, je sais pas, pourtant chez Ferrari c'est une option à 3 500 €, donc... non mais sérieusement, question très sérieuse, pourquoi ne voulaient-ils pas montrer que CarPlay fonctionnait sur leur voiture? Je sais pas, je pense que dans le salon, ils étaient très obsédés par montrer leur propre interface. Hein. C'est-à-dire que c'est pareil chez Audi ou chez Jaguar ou chez BMW. Eux, ils t'expliquent qu'ils ont dans la version 2018 une nouvelle navigation qui est très jolie, qui est super, etc. Et que toi, tu leur dis non, mais moi, je veux CarPlay. Hein, votre navigation, ça m'intéresse pas. De toute façon, il n'y a pas les radars. De toute façon, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, bon, je pense que ça les frustre un peu et ils utilisent CarPlay parce que je pense que c'est devenu un standard. Hein. Il y a très peu de voitures qui ne l'ont pas, comme par exemple Tesla, à mon grand désespoir. Il n'y a pas moyen. J'ai beau tweeter à Elon, il ne m'entend pas, il m'écoute pas. Il y a deux soucis à gérer, je crois. Mais oui. C'est intéressant, c'est un vrai enjeu. On sait, enfin, beaucoup de gens s'excitent sur le fameux projet Titan. Mais en fait, ça commence là, ça commence avec CarPlay et il y a une vraie notion de souveraineté. Quand on voit le bruit qu'a fait, enfin vous avez dû en parler déjà, mais l'accord entre Renault et Google, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on confie en fait les commandes de la voiture à une entreprise de logiciels? Et clairement, il y a une raison aussi plus prosaïque. Je suis pas persuadé que les démonstrateurs des voitures au salon de l'auto soient formés sur les avantages et les inconvénients de CarPlay par rapport à l'interface Audi. Ce que je trouve intéressant, je sais pas si vous avez appuyé sur le bouton, mais moi ça m'a amusé. À gauche de l'icône podcast, il y a une icône Audi.
comme s'il y avait une application Audi au sein de CarPlay. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que c'est... Bien sûr. Est-ce que les deux se marient bien, justement, ou est-ce qu'on change d'univers? Alors, Ellie, raconte tout. Oui, on change complètement. Tu m'as aussi envoyé des images, là. Oui. Donc, dis-moi sur quoi il faut que j'appuie. Je démarre sur la première, on va voir, comme ça je vais te la commenter parce que je me rappelle même plus. Alors bon, voilà, donc on parle de exactement, on parle de cette icône qui est en bas à gauche et qui change suivant le constructeur. Donc là c'est Audi puisqu'on a essayé sur la e-tron, sur la Jaguar il y avait marqué Jaguar avec un beau logo, chez Mercedes il y avait un logo Mercedes et cette icône sert juste à quitter CarPlay, à revenir à l'interface de la voiture, rien de plus. C'est-à-dire qu'en appuyant là, on revient à l'univers de la voiture. Parce qu'il fallait bien quitter CarPlay d'une façon ou d'une autre. Donc c'est la façon élégante qu'ils ont trouvée. Et on peut relancer CarPlay. Après, les choses qui sont très très pratiques dans CarPlay, c'est quand vous recevez un texto, CarPlay va vous le lire directement, puisque ça Apple sait très bien faire. Il va vous proposer de répondre avec des phrases types ou avec un message vocal qu'il va traduire en texte. Quand vous prenez un appel, ça on l'a tous fait avec un iPhone, donc il très bien. On peut utiliser Siri pour dire appelle telle personne au bureau sur son portable. Donc c'est très très bien intégré et c'est très sobre. Donc ça veut dire que souvent maintenant dans les interfaces des voitures, moi j'en arrive à me demander s'il ne faut pas que j'utilise les lunettes dans la voiture parce que des fois il y a des choses que j'arrive plus à lire à l'écran. Et dans CarPlay, tout est calculé pour qu'on puisse vraiment le lire facilement. Il n'y a aucun doute, c'est très clair. Et donc, c'est pensé pour un univers de quelqu'un qui conduit, qui regarde la route en même temps et des choses comme ça. Ouais, c'est pour ça que je disais que l'interface est bien faite. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu n'étais pas forcément chaud au départ sur CarPlay et tu t'es laissé convaincre finalement à l'usage, quoi. Oui, en sachant que ils ont fait un premier pas en débridant la navigation. Pour l'instant, tu peux pas mettre ce que tu veux. Alors, il y a des gens qui, en jailbreakant des iPhones, installent un petit utilitaire qui permet d'utiliser n'importe quelle application iPhone dans CarPlay. Alors, j'ai vu une présentation, je n'ai pas jailbreaké mon iPhone, ça fait un moment que je le fais plus, mais j'ai été tenté. Quand CarPlay était bloqué, je me suis dit, si un jour j'ai une voiture qui a CarPlay, s'il le faut, je jailbreakerai l'iPhone ou voire un deuxième iPhone que pour ça, pour pouvoir utiliser l'appli que je veux dans ma voiture. Mais j'ai vu la façon dont c'est implémenté. Évidemment, les applis sont modifiées pour fonctionner sous CarPlay. Donc j'ai par exemple vu une présentation de YouTube fonctionnant sous CarPlay. Évidemment, tout le monde va dire c'est pas bien de regarder des vidéos. Bon, ok, ça c'est un autre débat parce que ceux qui répondent ça savent très bien qu'on peut mettre un iPad mini dans la voiture et faire ce qu'on veut. Donc là, il n'y a pas de bridage, il n'y a rien du tout, même si c'est pas bien. Mais YouTube sous CarPlay, c'est très mal fait. C'est-à-dire que les boutons sont pas à la bonne place, le texte est décalé, on voit bien que l'interface est pas prévue pour. Et donc, oui, ça marche, très moche. Non, mais après le problème de YouTube en fait sur CarPlay, c'est aussi des problèmes juste légaux. C'est qu'en fait après, si tu mets ton iPad, le constructeur n'a rien à foutre. Si après tu dis tiens, je pousse dans ma voiture à utiliser YouTube et que déjà que ça pose des problèmes quand les gens regardent leur smartphone ou autre dans la voiture. Si en plus tu mets tiens, on va rajouter une facilité pour regarder YouTube sur votre écran de votre voiture, ça pose un vrai problème de légal et un vrai problème de sécurité en tant que tel. Donc oui, ça peut se comprendre que les constructeurs ne poussent pas ce genre de solution. Et juste pour qu'on continue notre petit tour d'horizon, là on était chez Audi, tu donc allais voir quasiment tous les constructeurs pour les harceler. Mais oui, exactement. Et non, la plupart étaient gentils. Ça fonctionne sur des constructeurs comme Seat, tous les modèles actuels l'utilisent. Ça fonctionne sur Peugeot, ça fonctionne... Renault, je crois pas. Ça doit être un des rares qui ne l'utilise pas encore. Citroën, oui, parce que ça j'ai testé. La plupart des autres donc là, le font. C'est l'écran de démarrage CarPlay. Ah oui. Vous avez l'icône Jaguar qui permet de revenir au système standard de la voiture. Donc ça, c'est les premières icônes qui étaient un peu limitées. Mais vous avez la possibilité maintenant d'avoir des nouveautés comme Google Maps. Et là, j'ai la navigation. Et en plus, j'ai de la navigation qui est en 3D, qui est quand même très sympa. Mais il y a mieux. Alors, soit vous tournez votre télé d'un quart de tour. C'est une caméra cachée. Ne réglez pas votre téléviseur, comme on disait à l'époque. C'est une caméra cachée. Et Waze, c'est ce que tout le monde attendait. Puisque les constructeurs ne peuvent pas le faire en c'est la même présentation mais faite sur une Jaguar I-Pace qui est une voiture
électriques aussi, hein, donc je m'étais concentré sur les voitures électriques. L'interface est quasiment la même. On a eu la surprise de voir que toutes les icônes ne sont pas présentes, en particulier Spotify a disparu. Je pense que, étant donné que moi j'avais la dernière version, donc iOS 12, dernière version de CarPlay, je pense que toutes les voitures n'étaient pas forcément mises à jour, ce qui fait qu'il y avait des vides dans certaines pages. On trouvait une icône, puis il fallait changer d'écran pour aller à l'icône suivante, etc. Donc des choses qui ne sont pas forcément très bien gérées. J'ai vu après qu'on pouvait régler, mais ça je ne pouvais pas le faire tout seul, mais quand on va dans les réglages du téléphone, il montre les applications qui sont dans CarPlay, on peut les réarranger, un peu comme on faisait avant dans iTunes, c'est-à-dire qu'on peut dire je veux Maps à côté de Google et à côté de Web, la page 2 je veux ça et ça, et du coup je pense qu'en les réarrangeant, on va peut-être arriver à avoir quelque chose de plus cohérent. Bon, je sais pas, tu as peut-être trop joué avec CarPlay, tu figes un petit peu Ellie, mais c'est pas grave, on a compris ce que tu voulais nous dire. On a Nicolas qui réagit sur Twitter, qui nous dit CarPlay déconne souvent chez moi. Entre parenthèses, souci à la connexion. Je ne sais pas si le problème vient du logiciel de l'auto ou de CarPlay lui-même. Qu'est-ce que tu en penses, Ellie ? Je pense que ça doit être lié au firmware de la voiture, parce que CarPlay a été testé maintenant et retesté. Ça peut être que le firmware de la voiture n'est pas compatible avec iOS 12 s'il est passé en iOS 12, ou alors que le firmware de la voiture est déjà adapté à iOS 12 et que lui, il est resté en iOS 11. Il peut y avoir ça, hein, mais CarPlay... C'est une connexion USB. Dans certaines voitures maintenant, comme les dernières BMW, la connexion se fait en Wi-Fi. Donc ça peut induire d'autres problématiques. Mais quand on branche un câble USB, normalement, ce que fait Apple, c'est qu'il détecte qu'il y a une interface CarPlay dans la voiture, qu'il y a un câble USB et il bascule le mode d'affichage du téléphone. C'est juste ça. Et d'ailleurs, c'est embêtant. J'ai pas pu avoir d'autres vidéos à part celle de Jaguar, et vous avez vu qu'elle était filmée en mode portrait, mais oui. Ça, c'était pas moi, c'était le commercial Jaguar qui était très sympa et qui a filmé et qui m'a filé la vidéo après. Tout simplement parce que quand on essaye d'activer l'appareil photo de l'iPhone, il quitte CarPlay. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas prendre un screenshot parce que dès que je sortais de l'application, CarPlay quittait dans la voiture, donc je ne pouvais pas filmer quelque chose qui n'était plus à l'écran de la voiture. Donc, juste un petit truc par rapport à ces problèmes de connexion. Il y a eu une mise à jour d'iOS 12.01 là, qui est sortie, on va en parler, mais donc qui corrige des problèmes de Bluetooth. Et moi, j'ai eu des problèmes liés à Bluetooth, à l'utilisation d'accessoires HomeKit que j'arrivais pas à activer en fait via Bluetooth en fait en version iOS 12. Et il a fallu que je reparle d'un appareil qui était encore sur iOS 11 pour les activer correctement. Donc c'est peut-être lié aussi à ça. À voir si effectivement la 12.01 corrige ce genre de problème ou pas. Ouais, il faut faire la mise à jour de l'iPhone et de la voiture en fait. Oui, il faut tout mettre à jour de nos jours, tu sais. Oui. Télé, il faut pas en louper. Il faut tout mettre à jour. Après, j'ai même trouvé. Tout doit être mis à jour en fait. Ouais. Ellie, j'ai encore une vidéo. J'ai Mercedes. Est-ce qu'on la passe? Alors, tu peux passer quelques instants pour voir, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai trouvé mieux que CarPlay. Is the new Mercedes-Benz user experience MBUX. This is our next update that we'll publish. It was already available with the A-Class earlier this year. And this is now the newest version that will become available with the GLE. So here we see our 12-inch displays. On the left-hand side we have the instrument cluster. This can be configured depending on your own needs. So what you see here are 3 regions. Each of them can be controlled individually. So let's start with the area on the left-hand side. We have different contents where we can go through just by swiping up and down. So for example, I would like to have my media information here, then I can leave it like this. The same holds for the content on the right hand side. I can also, for example, set my navigation card and my navigation map. Via the home button, I can choose between different applications. So for example, I can choose the telephone function and then my call list will be shown in the middle. Everything controlled via the touch control on the steering wheel. So 4 directions are supported and I can confirm via pressing. The media display on the right hand side can also be controlled via the touch control on the steering wheel. So for example, if you have a demanding driving task, you can have both hands on the steering wheel and everything can be controlled. The media display can also be controlled via the touchpad, so you can simply lay your arm on the middle console and it's quite comfortable
to interact with our system. And new with the Mercedes-Benz user experience, now we have a touch screen, so you can directly touch the display. Let's, for example, have a look at the navigation. It's quite easy to interact with it, so the map really sticks to your fingers. It's really nice experience. Our system also. Voilà, Elie, j'adore. Alors d'abord, on ne parle pas tous anglais, mais il n'y a pas de CarPlay, là, comme on se le disait avec Jean-Christophe? Alors si, il y a CarPlay. La seule chose, c'est que là, c'était le poste de démonstration Mercedes. Et pour pouvoir connecter le câble USB, il fallait passer sous l'appareil, puisque ce n'était pas une voiture, hein, c'était un appareil de démonstration. Et on n'a pas pu le brancher, mais je suis allé l'essayer dans plusieurs voitures et CarPlay fonctionne absolument avec ce système. Alors, le grand scoop par rapport à ça, parce que j'ai entendu tout à l'heure Fred parler du système, c'est un truc qui est assez incroyable. MBUX, c'est la prochaine et la nouvelle génération de systèmes d'exploitation pour les voitures Mercedes. Et c'est à tel point magique, j'ai des tas de vidéos, vous pouvez chercher sur YouTube, je vous enverrai des liens, que je suis prêt, et attention que c'est un scoop pour les spectateurs, à passer de Tesla à Mercedes à cause de ça. Je sais ce que je dis, je sais c'est dur, mais le système m'a complètement bluffé. J'ai passé un temps fou à l'essayer de tous les côtés. Et il y a un truc qui est impressionnant, c'est que typiquement Mercedes, comme tous les constructeurs, apporte les innovations dans les hauts de gamme. Mercedes dans les classes S, BMW dans les séries 7 et Audi dans les A8. Là, Mercedes a pris le pari de sortir ça dans une classe A, qui est l'entrée de gamme de Mercedes, avec le double écran. En standard, c'est 2 x 7 pouces. Là, celui qu'on a vu, c'est un 10 pouces, mais l'option est pas chère. Donc, l'écran est plus grand. Et donc, aujourd'hui, on a une classe A qui se retrouve être la voiture la plus technologique du marché aujourd'hui. Et oui, elle est CarPlay. Oui, elle est Android Auto. Elle fait mieux que le Virtual Cockpit. Et le système de navigation, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 palettes au volant. Celle de gauche contrôle les instruments. Celle de droite contrôle l'écran tactile. Vous avez un touchpad et vous avez des commandes vocales qui sont l'équivalent de Siri, mais on peut utiliser Siri aussi à la place. Il y a de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la voiture sait ce que vous faites à certains moments. Si par exemple, en sortant du bureau, vous déclenchez une action domotique ou vous appelez votre femme pour la prévenir que vous allez arriver, la voiture va vous proposer en disant « Je vois que vous avez quitté le bureau, voulez-vous téléphoner à la maison ?» Pardon Elie, mais ça rejoint complètement ce qu'on disait tout à l'heure. Regarde comme le monsieur était fier de démontrer son système d'exploitation propriétaire Mercedes pour la voiture. Donc c'est bien l'idée que oui, CarPlay et Google Auto sont tolérés parce que les clients veulent pouvoir utiliser leur interface, mais la bataille, elle se joue là-dessus et elle va se jouer là-dessus pour les années à venir. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. Toi, le fait qu'il y ait CarPlay, ça t'intéresse pas, c'est la belle interface Mercedes que tu veux utiliser. Mais j'utiliserai CarPlay aussi. Ben non, tu ne peux pas utiliser l'un et l'autre en même temps. Si, bien sûr. Pas en même temps. Ah si. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais faire un petit break là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu la petite polémique qu'il y a eu sur Quant, le moteur de recherche, donc qui est parti, qui avait un partenariat avec apparemment avec Renault. Et en fait, Renault a priori a décidé d'un seul coup qu'ils allaient tout passer chez Google. Il y a beaucoup d'experts qui se posent la question justement de la masse d'informations que Google va récupérer via Renault en fait. En décidant, puisque Renault a décidé d'adopter en fait Android sur ses appareils. C'est ce qu'évoquait Jean-Christophe tout à l'heure. Ouais. Voilà, tout à fait. Et donc ça pose pas mal de problématiques à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de personnes là qui se posent la question de savoir si vraiment c'est un choix judicieux. Et la question de l'interface s'est toujours posée en fait dans les voitures, puisque moi, spoiler, je suis un fils de garagiste depuis des années. Mais on parle pas des garages Peugeot que ma sœur a récupéré depuis. Elle est montée dans la haute sphère de Peugeot. Je vais rien dire de plus. Mais le truc, c'est que les interfaces des automobiles, la plupart du temps, m'ont toujours gêné, et en particulier leur très mauvais interfaçage avec les appareils externes. Et c'est pas un problème nouveau, et les constructeurs Android et Apple ont décidé de finalement aider les constructeurs automobiles à améliorer ça. Et aujourd'hui, ils se rendent compte peut-être que les constructeurs qu'effectivement ils ont fait un peu fausse route sur leur interface, ils y donnent beaucoup plus d'attrait. En fait, ils essaient effectivement d'attirer le client par leur interface, et pas que par l'aspect extérieur. Ils se rendent compte que finalement, l'utilisateur, il veut un confort, une connexion simple avec son appareil, son téléphone. Et il est clair qu'aujourd'hui, moi par exemple, en tant qu'utilisateur d'iPhone devant l'éternel,
Je vais pas me dire demain si un constructeur me propose une super bagnole mais qui ne permet pas de connecter mon iPhone dans les mêmes conditions qu'un Android Phone, eh ben je prendrais pas cette voiture, clairement. Et à l'inverse, il faut pas se tromper, Mercedes n'a aucun intérêt à accepter CarPlay et Google Play. Aujourd'hui, on est sur des enjeux économiques énormes. Oui, bien sûr. Mais ils sont obligés de le proposer. De la même façon, quand on en parlait l'autre jour avec Benjamin, quand Renault prend une participation dans Challenge, ils n'ont pas intérêt à avoir l'application podcast et que tu puisses accéder à des contenus non Challenge. Donc je trouve ça assez fascinant qu'on aime les voitures ou pas. On dit challenge en France. Pardon, challenge. Tu as raison. C'est le média français. Tu as raison, challenge. Autre spoiler, j'aime pas les bagnoles, tu vois, comme quoi les chats font des chiens des fois. Bon Ellie, donc pour résumer, en gros, on trouve CarPlay quasiment chez tout le monde. Est-ce qu'il y a des marques qui ne le proposent toujours pas? Mais je crois que Renault le propose pas à ma connaissance, mais dans la dernière liste d'Apple, il y a 450 voitures qui le supportent aujourd'hui. Pardon, mais c'est quand même hallucinant. Je veux dire, les bras m'en tombent. Au secours, non, apparemment, si il y a eu... Pour Renault, il y a des annonces comme quoi CarPlay sera supporté. Normalement, l'année dernière, ils avaient fait des annonces sur Mégane, Scénic, Talisman et d'autres bagnoles apparemment qui devaient supporter CarPlay. Hein. T'es sûr de toi, Ellie? Non, je ne l'ai pas vu sur le salon. J'ai posé la question et ils m'ont dit non. Mais donc j'ai pas pu tester. Mais je sais pas si ça fait partie de la liste Apple. Il suffit d'aller sur le site Apple et on pourra répondre à la question. Il y a deux choses là-dessus. D'abord, Renault a Guillaume, ça te rappellera des souvenirs d'enfance peut-être, une vraie tradition de système embarqué. Renault est le premier constructeur en France à avoir eu un GPS, ça s'appelait Carmina, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et donc il y a un vrai département software chez Renault depuis très longtemps. Donc qu'il soit un peu réfractaire à l'ennemi de l'extérieur et peut-être pas si étonnant que ça d'un point de vue culturel. Le deuxième point qui est super important, je sais pas si tu en as vu, Ellie, au salon, mais il y a aujourd'hui énormément d'autoradio CarPlay. Donc on peut reprendre son indépendance avec du CarPlay presque aussi bien intégré en fait, puisque c'est un écran avec un port USB quoi. Et il n'y a pas besoin d'en passer par le constructeur. Bien sûr, les deux grands, et je suis allé les voir, donc à savoir Alpine et Pioneer, ont des écrans CarPlay, y compris des écrans qui rentrent dans la place d'un autoradio normal, et vous avez l'écran qui sort et qui se soulève pour qu'on puisse avoir la partie tactile. Donc évidemment, c'est possible pour les voitures non équipées, mais qui acceptent des autoradios. Les amis, ça passe toujours trop vite, on a déjà quasiment bouclé notre heure, donc on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouvera évidemment mercredi prochain à 20h en direct pour un nouveau numéro d'iWeek. Je voudrais finir sur la question de Frédéric Cavaillé, que je salue, qui nous demande si la future keynote Apple est prévue fin octobre et quelles seront les grosses nouveautés dans la gamme qui seront présentées. Est-ce que juste en 30 secondes, est-ce qu'on a avancé sur le sujet de la keynote consacrée au Mac? Non. iPad. Sur la date, pas non. De Mac. Alors, Ellie, quelle est cette réponse? Oui, non, iPad. Je pense qu'on a avancé sur le sujet iPad, puisqu'il commence à y avoir des fuites un peu consistantes. Donc je pense que la prochaine keynote parlera des iPad Fall 2018 qu'on avait trouvé d'ailleurs dans la bêta d'iOS 12.1. On parle d'un support de iPad Fall 2018. Comme nous sommes maintenant à l'automne, donc ça veut dire que c'est maintenant ou maintenant. Et donc on parle bien d'iPad qui fonctionnerait en Face ID, donc du coup qui serait sans bouton Home normalement. On parle d'un Apple Pencil 2 qui viendrait se coller magnétiquement. Pour une fois, ils ont appris. Oui. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Le Mac, on n'en a rien sur les sites bien informés. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Jean-Christophe? Non. D'abord, il y a eu des rumeurs de MacBook et surtout Intel a annoncé des nouveaux processeurs cette semaine qui pourraient justement être très utiles dans ces nouvelles machines. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. S'il ne s'est pas passé autre chose d'ici là, salut les amis, passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous, tout de suite le garage et Cinéwatch à 22h avec Alan Blanc-Villain qui reprend les rênes de l'émission et du magazine du cinéma. Soyez au rendez-vous. Ciao, à très vite.